www.sangatv.com. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Marche de l'opposition ce vendredi, une forte mobilisation au centenaire des Sénégalais en brassard rouge décrit la gouvernance du président Sall. Les leaders de l'opposition, eux, demandent la distribution des cartes d'électeurs, l'organisation d'élections libres et transparentes et la libération de Khalifa Ababakar Sall. Des ex-travailleurs du port autonome de Dakar ont battu le pavé pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice. Licenciés depuis 4 mois, ils demandent aux autorités de se prononcer sur leur situation. Opération de ratissage dans la zone de Bourafay-Beynouk. Des bases rebelles ont été récupérées, des munitions saisies et des champs de chanvre indiens détruits. L'armée poursuit donc ses opérations de sécurisation dans le sud du pays, ce après la tuerie de Bofa Bayot. Et puis en sport, Ligue africaine des champions, Génération Foot et Misra Al-Makassa, c'est pour ce samedi. Les dirigeants de Génération Foot invitent les Sénégalais à venir en masse supporter leur club. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Distribution des cartes d'électeurs, des élections libres et transparentes, la libération de Khalifa Ababakar Sall, entre autres revendications des leaders de l'opposition présents à la marche ce vendredi. Des acteurs de l'éducation y ont également pris part pour exiger le respect des accords signés. Les détails, c'est avec Habib Faye et Younous Diatta. Chaque Sénégalais a le droit, s'il veut voter, de détenir sa carte d'électeur. Et ça, quand un État n'est pas capable de ça, normalement, ils doivent tous démissionner d'ailleurs et s'en aller parce que c'est un minimum. Là où ils ont perdu, c'est là où ils ont donné moins de 60% des cartes d'électeurs. Donc ils savent que les réserves des cartes sont dans les localités qui ne leur sont pas favorables. Qu'ils donnent les cartes et ils verront. Nous sommes venus nous indigner de ces pratiques d'une autre époque et nous demandons au président de la République Macky Sall que le fichier soit audité, qu'il y ait une personnalité neutre et indépendante pour l'organisation des élections et qu'il arrête de penser qu'on peut procéder à un parrainage des candidats pour participer à l'élection présidentielle. Le pays le plus démocratique d'Afrique, qu'on se mette aujourd'hui à manifester pour un processus électoral clair, transparent, pour des élections démocratiques, qu'on se mette à manifester pour réclamer que les citoyens puissent disposer de leur carte d'électeur. L'acte que nous sommes aujourd'hui en train de poser sur initiative d'une frange de l'opposition n'est rien d'autre qu'un symbole aujourd'hui qui prouve que pacifiquement, nous exigeons de rester une démocratie. Le président Macky Sall n'a pas le droit aujourd'hui de penser qu'il peut chahuter, il peut égratigner, il peut titiller la démocratie sénégalaise. Poursuivre le combat jusqu'à vraiment satisfaction totale de nos revendications. Nous voulons des élections transparentes. Nous ne voulons pas qu'on nous vole nos cartes. Nous voulons que le peuple puisse s'exprimer librement. Et ça, nous le montrerons les jours à venir. Nous le montrons aujourd'hui, mais nous le montrerons encore davantage les jours à venir. Qui risque d'aller en faillite si on y prend garde. Parce que déjà, un pays a besoin d'une économie solide en ayant des entreprises nationales solides et en procédant au paiement des factures des entreprises nationales. Nous sommes en face d'un régime qui, depuis 6 ans, n'a donné que des promesses à tous les secteurs, que ce soit les travailleurs, que ce soit les paysans, que ce soit les populations en général, à travers les conseils des ministres délocalisés. On s'est rendu compte en réalité que face à toutes ces promesses-là, aucune réalisation n'a été faite. Des centaines de Sénégalais ont également pris part à cette marche en brassard rouge. Ils ont décrié la gouvernance du président Sall. Vous les entendrez certainement avant la fin de cette édition. Le parrainage, point d'achoppement dans les négociations sur le processus électoral. Une partie de l'opposition s'oppose à ce système. Pour Zahra Yantiam de la majorité, c'est la solution à la pléthore de candidats. Les détails, c'est avec Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian.
Le parrainage, une question qui risque de faire échouer les concertations sur le processus électoral à une année de la présidentielle. En effet, le cadre de l'opposition pour la régularité et la transparence des élections dignes à ce système, proposé par la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour nous, ça n'a pas de sens. On aurait pu le faire avant. Dans les points de discussion suivants, on a dit, maintenant pour que quelqu'un crée un parti, il faudrait qu'on puisse qu'il puisse remplir un certain nombre de parrainages de signatures. Mais à l'heure actuelle, eux, ils ne veulent pas, n'est-ce pas, donc essayer, ils ne veulent pas accepter le bulletin unique. Or, nous savons que le bulletin unique, quand même en termes de coûts, c'est des milliards qui sont économisés. Pour Zahra Iyane Thiam, du pôle de la majorité, elle n'y voit aucun problème. Bien au contraire, c'est une solution pour faire face à ce pléthore de candidats. Cependant, ce n'est pas le pourcentage qui les gêne, mais c'est carrément cette proposition de faire du parrainage une obligation pour chaque candidat ou pour tous les candidats qui aspirent à une élection. Donc, il n'y aurait aucun problème à ce qu'un parti politique puisse fournir des signatures. Maintenant, l'opposition peut être pour ou contre cette proposition, mais il n'en demeure pas moins que c'est une solution proposée par la majorité. Et c'est une solution qui est toujours d'actualité. Pour Zahra Iyane Thiam, s'appesantir sur cette question prouve encore que l'opposition essaie de jeter le discrédit sur un système plus que jamais fiable. L'opposition rejette cette proposition-là, c'est parce qu'elle n'est pas prête à aller à des élections. Et aujourd'hui, cela confirme que toutes les positions de l'opposition par rapport aux élections, par rapport au processus électoral de manière générale, n'est qu'une position de mauvaise foi tendant à jeter le discrédit sur un système qui nous a permis d'avoir des alternances démocratiques sur un système aujourd'hui qui est donné en exemple partout. Cependant, si les discussions bloquent sur le parrainage, d'autres points semblent connaître des avancées, même si rien n'est encore acquis. Il s'agit du consensus sur le bulletin unique et la caution. Fatou Bintou Conté, merci. Je vous le disais tantôt, des ex-travailleurs du port autonome de Dakar ont battu le pavé pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice très remontée contre le directeur du port autonome de Dakar. Ils demandent aux autorités étatiques de se prononcer sur leur situation. Ils annoncent une conférence de presse pour ce lundi. Leur porte-parole, Iboussi Kamara, est au micro de Cheikh Tidiane John Diafaraba. Aujourd'hui, on a battu ce macadam pour dénoncer l'injustice qui se vit actuellement au port. Comme vous le savez tous, dans les moments passés, vous entendez que les 416 contrats ont été refusés par Babacar Sadi Bey, avec des contrats qui ont dû être de bonne forme, signés avec tous les effets juridiques. Et Babacar Sadi Bey les a enlevés. Parce que vraiment, sur des bases qui n'ont pas dû être fondées, je pense que c'est pourquoi on est là aujourd'hui pour battre le macadam. La prochaine étape, c'est qu'on va aller au niveau des locaux du direction générale pour mettre là-bas un point de presse, même lui interdire d'accéder aux locaux, parce que trop c'est trop et la patience a ses propres limites. La prochaine après, on va le faire lundi matin à 8h dans les locaux du direction générale et lui, il ne va pas accéder dans ces locaux. Kaffrine, des enseignants étaient dans les rues pour exiger le respect des accords signés. Ils invitent les autres travailleurs et même les parents d'élèves à les soutenir dans cette lutte. Le SAEMS, le QSEMS, le CELS, l'UDEN, tous étaient présents à Kaffrine. Ils ont remis un mémorandum au gouverneur de la région, Wandi Farman, et leur porte-parole est au micro de Ibrahima Diame. En effet, monsieur le gouverneur, les enseignants qui ont ardemment contribué à former le génie sénégalais ne peuvent plus accepter d'être les laissés pour compte d'une fonction publique marquée du sceau de l'injustice et de l'inégalité. C'est pourquoi les syndicats du cadre unitaire, prenant acte du silence coupable du gouvernement durant toute la durée légale du préavis déposé depuis le 9 décembre 2017, ont décidé d'engager la lutte. Cette lutte que nous avons entamée a pour objet de contraindre le gouvernement à appliquer l'ensemble des accords signés avec les syndicats d'enseignants, respecter strictement le principe de la gestion démocratique des personnels enseignants, mettre fin à toutes les lenteurs administratives qui plombent la carrière des enseignants, revaloriser la fonction enseignante par l'augmentation substantielle de toutes les indemnités allouées aux enseignants. Le cadre unitaire tient à préciser que ni les tentatives de dénigrement et de diabolisation des enseignants,
ni le canular ou la désinformation de l'opinion publique ne pourront briser son élan, encore moins saper la dynamique qu'il a engagée. Le syndicat du cadre unitaire lance un appel à tous les travailleurs en général et plus particulièrement à tous les enseignants du Sénégal pour une mobilisation sans faille afin de restaurer les règles de bonne gouvernance, d'équité et de justice. Nous lançons aussi un appel à tous les parents d'élèves du Sénégal qui considèrent que l'école est un moyen de transmission de connaissances et un cadre de promotion sociale, à nous soutenir dans cette lutte éducative de qualité. Vote du budget de la commune de Bambilor. La tension était vive entre les proches du ministre Omar Gueye et ceux du maire Ndiane Diop. Le budget a été tout de même voté par la majorité des élus présents. Un budget jugé réaliste par le maire Ndiane Diop. Plus de détails avec Ousseynou Thiam et Biradiagne. Pour des rivalités politiques, des conseillers proches du ministre Omar Gueye ont tenté de bloquer le vote de budget de la commune de Bambilor. Il s'en est suivi ce millimélo indescriptible. Cette tentative de blocage n'a pas empêché la majorité des conseillers de voter ce budget jugé réaliste par le maire. Nous étions dans la salle en train de travailler pour l'intérêt des populations. Et je pense que nous avons voté le budget devant tout le monde. Et on a démarré moins d'1 milliard et aujourd'hui on est plus d'1 milliard. Donc je pense que Bambilor peut dépasser 2 milliards d'ici 3 ans. Si vous avez vu la nomenclature budgétaire, sur le foncier, sur les ODP, sur la publicité, la participation et la patente. Voilà en gros là où Bambilor prélève ses recettes et en faire des investissements et un fonctionnement. Un budget qu'il compte rehausser d'ici à 2021 pour mieux prendre en charge, selon lui, les préoccupations des populations de Bambilor. Après la tuerie de Bofa Bayot, l'armée mène une vaste opération de sécurisation dans la zone. Des bases de rebelles ont été récupérées en important lot de matériel saisi, des champs de chanvre indiens détruits. Les détails, c'est avec Mambiram Diouf et les images de la DIRPA. Au lendemain des événements de Borofa Bagnouk ayant coûté la vie à 15 jeunes de la localité, les armées, avec professionnalisme et détermination, ont mené une opération d'envergure qui a permis de nettoyer la zone couvrant Toubakuta, Babonda, Baraka, Mandioka, Nyafena. L'opération s'est terminée à Bindialoum Baynouk. Au cours des opérations, l'offensive militaire a rencontré une résistance entre Guidel et Babadinka et aux côtes de Santiaba, dans sa progression vers Bindialoum, Manjak, où les renseignements faisaient état de l'existence d'une base de bandes armées. Sans se laisser retarder et faisant preuve de tact, les armées ont réussi à mettre en déroute les rebelles. La conquête de Bindialoum, Manjak a permis de confirmer l'existence d'une base rebelle avec une quinzaine de bunkers fortifiés et des abris de combat. Cette base a été complètement détruite par les armées. Dans leur fuite, les bandes armées ont laissé sur place des munitions en vrac, des grenades à main, des mines piégées, des médicaments et autres matériels. Les armées ont également trouvé et détruit 3 champs de chanvre indiens que détenaient ces bandes armées. Mambiram Diouf, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie veut mieux outiller les journalistes pour un meilleur traitement de l'information liée au climat. Un atelier de 2 jours pour échanger sur les termes techniques. Écoutons à ce propos le docteur Ousmane Ndiaye de l'ANACIM. Il est interrogé par Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. Nous, on a des informations à diffuser pour le grand public et pour des gens spécialisés aussi. Et des fois, l'information est technique, il y a des termes techniques à comprendre. Donc, il s'agissait durant cette rencontre de former les journalistes à mieux comprendre notre jargon scientifique, les termes, nos bulletins, et pour après mieux diffuser ces informations-là auprès du grand public. Des fois, tu envoies des messages, on dit que le contenu est trop scientifique, des choses comme ça, on voit ces reproches-là. C'est pour cela qu'on a voulu dire qu'il faudrait peut-être amener un réseau de journalistes, le RECHAC, et discuter avec eux, leur présenter carrément qu'est-ce qui est derrière le bulletin, comment on s'y prend. Et certaines choses qui semblent des fois un peu difficiles à comprendre, qu'on essaye d'expliquer avec eux. Bulletin, avis, alerte, houle dangereuse, des termes météorologiques. Donc, vous entendez souvent ces termes donnés par les services de l'ANACIM. Quand est-ce qu'on peut parler justement de danger et comment rassurer les populations? Les réponses, c'est dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye, Younous Diatta.
Par rapport à la houle, le vent, la visibilité, des alertes sont souvent lancées par les services de l'ANACIM, des avis destinés au grand public, parfois mal compris. Dans le jargon de la météorologie, l'on parle de prévision. Précision, M. Tidiane Diédhiou. La prévision, c'est la détermination de l'état de l'atmosphère. C'est décrit l'état de l'atmosphère à un temps donné et lieu bien déterminé. Donc nous, ce qu'on fait, on fait la prévision à courte échéance. Donc le temps qu'il fait aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, et aussi on fait des prévisions hebdomadaires à la salle prévue qui vont jusqu'à une semaine. On précise sur le bulletin la visibilité parce que c'est important. Quand il s'agit de bulletin marine national, là, l'information climatique est bien mesurée. En cette période, par exemple, la mer est souvent agitée. On décrit l'état de la mer en se basant sur la houle et le vent, mais également la visibilité, parce que quand la visibilité est réduite en mer, ça peut créer des dangers. Donc par rapport à la houle, pour des houles qui sont inférieures entre 1 et 1,25, d'habitude vous avez l'habitude d'entendre, on dit qu'une mer peut agiter à agiter. Donc quand la houle est inférieure à 1,25, on dit que la mer est peu agitée. Mais de 1,25 à moins inférieur à 2,5, on dit une mer agitée. N'est-ce pas? Et maintenant, quand la houle dépasse 2,5 mètres, c'est là où on lance l'avis. Parce que c'est un seuil au-delà de laquelle la navigation est dangereuse pour la pêche maritime. Mer agitée, visibilité réduite. L'accident de Joal, le cas récent, la météo avait-elle avisé les pêcheurs? On avait fait la prévision, on avait même envoyé un bulletin, un préavis. Un préavis, c'était 72 heures avant, on avait lancé un préavis. Et juste avant l'événement, on a fait la prévision, l'alerte même, pour demander aux gens de ne pas aller. Parce que le vent avait dépassé le seuil d'alerte. Combien de mètres? C'était un vent qui était associé à une houle, mais le vent était dépassé 40 km/h. Et c'était dangereux quand même quand on sait que ce sont des pirogues que nos pêcheurs utilisent pour aller en mer. Mais parfois il y a des réticents, des gens qui sont là, et parfois vous avez vu ce que ça a donné comme dégâts. Alors, chers pêcheurs, ne soyez pas réticents, observez le mauvais temps, ne risquez pas vos vies. Maimouna Ndiaye, l'école Djamalai, vainqueur de la 6e édition de Saint-Petit-Génie, a étrenné sa toute nouvelle salle informatique. Lors de la cérémonie de l'inauguration, les initiateurs de l'émission éducative ont regretté le manque de soutien pour la pérennisation de cette initiative, nous dit Cheikh Tidiane Diaw. Le temps d'une matinée bercée par la fraîcheur, toutes les composantes de la population de Djamalai s'est donné rendez-vous à l'école publique du quartier pour célébrer les lauréats de la 6e édition de Saint-Petit-Génie. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser toutes nos félicitations, tous nos remerciements au personnel, j'allais dire, à l'équipe pédagogique de cet établissement de la cité Djamalai d'une part, et d'autre part, aux membres du comité de gestion de l'établissement, du établissement. Saint-Petit-Génie, une émission éducative en manque de soutien, ce que déplorent les initiateurs. Je voudrais juste profiter de cette occasion pour lancer un message qui est destiné beaucoup plus aux autorités, à l'État. C'est une émission qui manque beaucoup de moyens. Tout ce que vous voyez comme salle informatique qui a été délivrée à des écoles gagnantes durant ces 6 dernières années ont été financées entièrement par nos moyens, avec peu de sponsors. Saint-Petit-Génie a besoin d'être soutenu fortement. Prince Arteba, pour que l'émission ne s'arrête pas, mais on a besoin d'accompagnement. Le représentant du ministère de l'Éducation présent à la cérémonie promet de transmettre les doléances. Je transmettrai donc vos doléances, Madame Ngoné, et représentant COSIDEP, à M. le DRH et éventuellement à M. le ministre. Parce que ce sont des initiatives à encourager. L'école, grâce
Du sport, Montchalet, premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions Génération Foot Misra Al-Makassa. C'est ce samedi. Retenez donc que Génération Foot va jouer sans son buteur gambien blessé. Du côté également de Misra Al-Makassa, l'on est très optimiste. Les dirigeants des deux équipes faisaient face à la presse. Compte rendu Pape Faragning et Youssou Baro. Pour cette manche aller à Dakar, Génération Foot veut gagner à domicile pour mieux voyager en Égypte. Les académiciens comptent sur leur philosophie et une méthode de travail pour venir à bout de l'équipe Misr Al-Makassa. On ne peut pas être en tête d'un championnat avec 26 points sur 11 matchs joués sans avoir derrière une certaine qualité. Ça ne serait pas possible. On a quand même marqué pratiquement 2 buts par match et on est à 2,22 points par match. Donc aujourd'hui, dans notre quotidien, on a prouvé qu'on a passé un cap. Voilà. Alors maintenant, ce cap-là, on va voir à l'assaut de l'Afrique si on est capable de passer une marche qui est plus haute, probablement. Une rencontre qui s'annonce difficile malgré les mauvaises performances de Misr Al-Makassa dans leur championnat. Avec 2 absences de taille, le staff technique des Égyptiens veut aussi un résultat positif. Il a dit qu'il connaît bien Génération Foot à travers les médias. Il a regardé des vidéos, il connaît l'équipe, mais il souhaite avoir des bons résultats de cette match. Un coup dur, Génération Foot va jouer sans son goleador et meilleur buteur du championnat, le Gambien. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Donc il a une entorse minimum et il ne sera pas présent demain. Le présent, c'est demain, 17h au stade Léopold Senghor. C'est ça qui est important. Donc moi, Abdoulaye, tout le staff, notre job, et le président, c'était de mettre nos joueurs dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, je peux dire qu'on l'a fait. Après les déclarations d'intention des deux équipes, on peut s'attendre à un match plaisant. Mais lors de la conférence de presse, les coachs ont bien caché leurs œufs. Faragning, pour venir à bout de Misra Al-Makassa, les dirigeants de Génération Foot comptent sur l'appui des supporters. Ils veulent mobiliser 25 000 supporters avec des écoles de football et comités de supporters. Les anciens pensionnaires de l'académie comme Sadio Mané, Diafara Sakho ou encore Ismaël Sarr ont appuyé l'équipe pour la mobilisation. Ils ont promis un beau spectacle ce samedi. Je vous propose d'écouter Tala Fall, le chargé de la communication de Génération Foot, au micro de Pape Faragning toujours. Et donc nous attendons beaucoup de ce public pour accompagner l'équipe, pour pousser l'équipe vraiment à se surpasser, à se dépasser et à faire le maximum déjà de faire un bon résultat à l'aller ici au Sénégal et avant de retrouver le Caire pour la phase retour. Je pense qu'on a pris des dispositions au niveau des écoles de foot, d'autant plus que les anciens pensionnaires de Génération Foot ont contribué pour cette rencontre, pour au moins donner les moyens à l'équipe de pouvoir mobiliser le maximum au niveau des écoles de foot, parce qu'après tout, c'est une fête pour la jeunesse. Et qui parle de jeunesse parle des écoles de foot. Et c'est le moment aussi de leur donner l'occasion de participer à une rencontre de niveau international. Et pour ça, je pense qu'on a fait le maximum possible pour réunir au moins 25 000 jeunes qui vont pousser cette équipe-là et demander aussi aux gens de pouvoir contribuer alors que les tarifs sont quand même assez abordables. Nous revenons sur cette marche de l'opposition avant de boucler cette édition. Je vous le disais tantôt, des centaines de Sénégalais étaient présents au centenaire en brassard rouge. Ils ont décrié la gouvernance plutôt du président Sall. Je vous propose de les écouter au micro d'Habib Faye Younous Diatta. Sur leur pancarte, leur doléance. Ces citoyens ont manifesté leur mécontentement. D'autres même ont quitté loin jusqu'à perdre leurs chaussures. Leur cri de cœur. Depuis Abdoulaye Wade dem en 2012, les Sénégalais avons une économie extravertie. Nous sommes un pays surendetté. On a tout donné à la France. C'est l'indignation partout. De Bourguiba aux allées du centenaire, la fatigue ne se fait pas sentir. L'engagement est la raison.
vu le cas de la Mauritanie, on a vu le cas de la Syrie, des jeunes qui sont victimes de difficultés en dehors du Sénégal. Mais à quoi peut-on aspirer d'autre si dans notre propre pays, le Sénégal, on ne peut pas exister? Macky Sall élection yi muy pare pour sàcc ko loolu tamit surtout moo tax tey ñu ñëw ci marché bi le retour de suñu candidat Karim Meïssa Wade lu mu gën a gaawee ñu ngi koy xaar teg ci tamit adversaire politique am yi nga xam ne nii mu ngi leen di jaay doole da ko bàyyi te moom Abdoulaye Wade daf ko bàyyi woon mu wër Sénégal yëpp. Une marche bien encadrée par les forces de l'ordre. L'opposition prête à refaire d'autres manifestations du genre si Macky Sall continue de les piétiner. À vous, ses leaders. Habib Faye, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Bonsoir.